Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission spéciale, le grand déballage qui se consacre depuis quelques semaines au décryptage du passage des différents ministres sur l'émission Le gouvernement en action. Vous le savez déjà, Patrice Talon a bouclé il y a quelques semaines l'an 1 de son second quinquennat et les membres de son gouvernement défilent depuis quelques jours sur nos écrans de télévision pour faire le point de leurs actions, chacun en ce qui concerne son secteur. Nous ferons le décryptage des différents ministres qui sont passés au cours de cette semaine tout au long de cette émission avec moi. Stélia Padonou, bonsoir. Bonsoir Émeric Okoupeli, bonsoir à tous et bonsoir aux téléspectateurs. Comment vous allez? Je vais très bien, c'est un plaisir de continuer sur la même lancée. Parfait. Alors avec vous, on saura davantage les ministres qui sont passés cette semaine. Déjà, rappelez-nous, quels sont ces ministres-là? D'accord, cette semaine, on a eu le ministre des petites et moyennes entreprises et de l'emploi. Il y a eu le ministre de l'eau et des mines, le ministre du Travail et de la fonction publique, le ministre de la Défense et hier, le ministre de l'Enseignement supérieur. Merci Stélia Padonou. Et puis sans transition, j'installe mes invités. Voilà, ils sont au total 3 pour le moment. Massimin Alapini, acteur politique, cadre de l'Union progressiste. Bonsoir, monsieur Alapini. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bonjour aux téléspectateurs. Parfait. Alors, en face de vous, docteur Didas Tossou, il est sociologue. Monsieur Didas Tossou, bonsoir. Bonsoir, Émeric, bonsoir le plateau. Je salue tous les ministres qui viennent de passer. Dans le cadre de la mise en œuvre du PAG 2016-2021, le ministère du Travail et de la fonction publique s'est employé à relever un énorme défi, la modernisation de l'administration publique et l'amélioration de la qualité du service offert aux usagers clients à travers l'exécution de plusieurs projets et réformes, les actions prévues au PAG 2021-2026 et la poursuite de la modernisation de la fonction publique. Un an après, que peut-on retenir du secteur du travail et de la fonction publique en termes de bilan et quelles sont les réalisations effectives? Quels sont également les nouveaux défis et les perspectives sur les 4 années à venir? Éléments de réponse dans ce compte-rendu que nous propose la rédaction. Améliorer la qualité des services offerts aux usagers et clients, mettre en œuvre des réformes et projets susceptibles de contribuer à la modernisation de l'administration publique, à la facilitation de la vie aux usagers et aux clients. Voilà autant d'ambitions clairement affichées par le chef de l'État Patrice Talon dans son programme d'action. Un an après son second mandat, soit après 6 années d'exécution, où en sommes-nous dans la réalisation de ces différents projets porteurs? Reçus sur le plateau du gouvernement en action, la ministre du Travail et de la fonction publique Adidja Tomatis a décliné quelques axes. Au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique, nous avons la dématérialisation de la gestion de la carrière des agents de l'État. Vous savez, avant l'avènement du gouvernement de la rupture, les actes de carrière étaient pris manuellement et pris avec beaucoup de retard. Donc nous avons travaillé et pour compter de l'année 2018, nous avons procédé à la dématérialisation de la gestion des actes de carrière des agents de l'État. Désormais, ces actes ne sont plus pris manuellement. Ils sont pris, ces actes, dans un système appelé Système intégré de gestion des ressources humaines de l'État, généralement appelé SIGRH, et sans attendre l'agent de l'État. Il a son acte de carrière, bien évidemment. Et dès lors que l'acte est pris, il est transféré toujours par le système dont j'ai parlé tout à l'heure, le CIGRH, à travers l'interface mise en place entre ce système et son code du ministère des Finances. Donc, l'acte est transmis au ministère des Finances. Et sans tarder, l'agent de l'État titulaire de cet acte bénéficie du gain de salaire issu de l'acte qui a été pris. Entre autres innovations enregistrées dans ce département ministériel, celle de la remise des carnets de pension aux retraités. Par le passé, les retraités étaient obligés de produire 31 pièces à l'administration, qui en a quand même délivré un certain nombre. Aujourd'hui, nous avons procédé donc à une réforme
de la remise des carnets de pension et aucune pièce n'est désormais réclamée aux retraités avant qu'ils n'obtiennent son livret de pension. Je voudrais insister sur le fait que ceci a été possible grâce au centre d'anticipation du ministère du Travail et de la fonction publique qui, dès 2017, a commencé à travailler sur la réhabilitation des archives et la numérisation des actes de carrière, surtout des actifs, c'est-à-dire des agents de l'État qui n'étaient pas à la retraite. Ce n'est pas tout, une batterie de réformes dans l'administration publique, tant au plan national qu'international, qui force l'admiration. Nous avons comme réforme la mise en place de mesures visant à préparer les cadres à assumer les hautes fonctions dans l'administration au niveau national et international. Le gouvernement a voulu mettre en place ce projet pour promouvoir les compétences béninoise, surtout à l'international. Et comment nous allons procéder? Nous sommes en train de rédiger déjà la stratégie qui nous permettra d'opérationnaliser la réforme, qui va consister à constituer une base de données de ces cadres pour pouvoir renforcer leur employabilité. Merci à vous, Aziz Adam Soulé, pour ce compte rendu. Retour en plateau avec mes invités toujours. Nous allons décortiquer tout ce qui a été fait, le bilan de l'an 1 du gouvernement Talon, surtout sur le plan de l'administration publique et du travail. Vous avez suivi la ministre qui a fait le point, le bilan de tout ce qu'il y a comme réforme dans le secteur du travail de la fonction publique. Didas Tossou, vous qui, comment dit-on, êtes de l'administration publique, quand vous suivez la ministre, est-ce que vous êtes satisfait par rapport à ce qu'elle a présenté comme bilan? S'il était permis que j'applaudisse sur ce plateau, j'allais applaudir. Parce que depuis que moi-même je suis rentré dans l'administration, j'ai vu beaucoup de choses qui me faisaient véritablement pitié. Je donne 2 exemples tout simplement. Lorsque vous êtes agent de l'État et vous êtes admis à faire valoir vos droits à la retraite, vous souffrez trop. Les pensionnés souffrent trop. Aujourd'hui, tout est réglé. Vous ne pouvez pas être à 30 ans après votre service, c'est-à-dire à 60 ans. On va commencer à vous demander papier. Vous allez quitter Kandi pour venir à Parakou, de Parakou, venir à Cotonou. Et donc, c'est très difficile. Pour des formalités administratives très difficile. Qui ne finissent jamais. Aujourd'hui, même si vous avez un petit souci, c'est que de Kandi, vous avez déjà une direction départementale du travail et de la fonction publique. Ce n'est plus quitter Kandi ou Karimama et venir à Parakou. Déjà, ça, c'est déjà bon. Ensuite, on a digitalisé, on a informatisé tout au point où vous n'avez pas besoin véritablement de vous déplacer. Elle vient de dire quelque chose de très important. Elle dit, on ne fournit plus de pièces comme ça avant d'avoir son carnet de pension. C'est très important. Il faut avoir l'âge là pour commencer à courir et se faire accompagner de ses enfants. C'est un peu difficile. Un autre point sur lequel je voudrais revenir, quand on dit qu'on a lancé un concours dans l'administration aujourd'hui, dans votre coin, vous êtes tranquille, vous avez les informations. On ne se bouscule plus autour de ça pour dire on ira voir affiche à Bomé, à Parakou, à Natitengu. Non, vous êtes chez vous, vous avez les mêmes informations que celui qui est à Karimama, ou celui qui est à Waké, ou celui qui est à Ouessé, ou celui qui est à Savalou. Tout le monde a l'information au même moment. Je crois que c'est très très important. Maintenant, on parle de carrière. La carrière. Le plan de carrière. Le plan de carrière non, la gestion des actes. C'est-à-dire quoi? Vous êtes au ministère de la Santé ou au ministère de l'Éducation. Quand je dis éducation, il faut voir enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur. Vous voyez? Et maintenant, le ministère de l'Agriculture. Ce sont des ministères qui ont plus de personnel. Le ministère du Travail et de la fonction publique est arrivé à véritablement informatiser tout au point où on ne se gêne plus pour l'avancement, pour la promotion. Vous êtes là, dès que les papiers sont prêts, allez vous constater sur le site du gouvernement que votre acte est déjà sorti. Avant, on se gênait et on va voir le chef de service, directeur des ressources humaines, etc. Le ministère a résolu tout ça. Je crois que c'est un grand point. C'est un point d'or qu'il faut donner à ce ministère parce que si vous devez quitter, je donne un exemple, vous devez quitter même juste à côté à Bomé pour venir à Cotonou, vous laissez le service pour une journée. Si vous êtes enseignant, vous demandez permission. Vous venez au ministère, on dit non, celui qui va gérer le dossier n'est pas là. Et tout ça est conjugué au passé. Je crois que
ce ministère a évolué. Un dernier point, avant là, pour avoir comment vous appelez ça, vos actes, vous passez par le ministère. Vous ne passez plus au ministère aujourd'hui. Non, vous restez là, votre acte vous revient. Il n'y a plus à passer par quelqu'un pour dire, je vais donner 1000 francs, je vais donner 2000, je vais donner ça. Non, tout ça là, c'est conjugué au passé. Je crois que c'est très très important. Il faut féliciter le ministère et tous les acteurs, tous ceux qui interviennent dedans et qui ont vu juste, c'est vrai que c'est le gouvernement qui a demandé, qui a imprimé ça, mais le personnel du ministère a fait un beau boulot. Moi, je m'excuse de les apprécier si c'était possible d'apprécier, d'applaudir le gouvernement. D'applaudir le gouvernement. On allait applaudir. Un autre point du ministère, c'est le travail, le secteur privé. Mais il y a plus de désordre comme ça. Il y a le contrôle régulier dans nos entreprises aujourd'hui. Si l'ergonomie n'est pas respectée, si vous ne respectez pas la législation du travail, véritablement l'inspecteur est là pour vous dire on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Il faut déclarer vos agents. Régulièrement, on le dit aujourd'hui et tout le monde est conscient. Je crois que vraiment, il y a une évolution. C'est quand on était dans l'obscurité, et quand on quitte l'obscurité pour venir à la lumière, il faut faire le point. Moi, je crois qu'on a quitté maintenant l'obscurité, on est venu à la lumière. Moi, je remercie le ministère et tout le personnel. Parfait. Alors, le monsieur Didas Tosso a abordé plusieurs pans de l'intervention du ministre. On va revenir sur quand même un sujet, la réforme sur la remise de carnet de pension aux retraités. On a connu par le passé la souffrance que les retraités subissent avant d'entrer en possession de leur pension avec des formalités à n'en point fini. Aujourd'hui, tout ça est désormais du passé et puis dès que vous faites valoir vos droits à la retraite, automatiquement vous commencez par percevoir vos pensions. Appréciation par rapport à cette réforme qui est quand même très importante. Oui, mais on a oublié qu'il y a 2 ans, à peu près 2 ans, que nos grands frères, nos grandes sœurs souffraient énormément. Après plusieurs années donc, où ils ont exercé, maintenant faire la queue et s'asseoir sur le trottoir, attendre son tour, à s'asseoir sur le trottoir par la chaleur, enfin il y a le soleil, on attend de 8h à midi et peut-être on va dire qu'il faut attendre l'après-midi, donc vous attendez là, vous achetez à manger ou vous n'achetez pas à manger et l'après-midi vous restez là et vous arrivez au guichet on vous dit qu'il manque une pièce qu'il faut aller chercher. Et vous glissez donc un billet, vous allez chercher le billet. Et vous retournez chercher la pièce manquante. Et quelques jours après, c'était le parcours du combattant. Maintenant, vous restez chez vous, aucune pièce ne vous est demandée. Et puis maintenant, vous avez votre carnet de pension. C'est une révolution. C'est vraiment une révolution. C'est ce qu'on peut dire amélioration du bien-être de la population. Donc ça rentre dans le social. Tout cela rentre dans le social. Ce que le président Patrice Talon ne cesse de nous le dire. Donc tout ça, c'est très très important. C'est un ministère qui est un ministère vraiment régalien et crucial. Et mon collègue, il est un peu chauvin, mais ce qu'il a dit est très important. On a numérisé tous les documents. Donc, c'est la digitalisation qui est au goût du jour. Et la digitalisation de l'administration, on n'a plus besoin de courir à gauche, à droite pour beaucoup de pièces, pour beaucoup de papiers, pour pouvoir réaliser telle ou telle chose. C'est très, très important. Et le ministère, bravo pour le ministère. Alors, si on doit travailler... Oui. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Madame la ministre a parlé d'une innovation qui me paraît très importante. Elle dit qu'on doit pouvoir faire un effort pour faire la séparation des fonctions techniques des fonctions politiques. Oui. Donc, les postes à occuper, véritablement, il faut avoir... des compétences qu'il faut. Des compétences et avoir une base de données. Je crois que c'est important. C'est comme la dernière fois, le gouvernement a initié le mécanisme de secrétaire exécutif dans les mairies. Donc, ceux qui doivent occuper certains postes, on doit pouvoir avoir dans une base de données ceux-là
et savoir vraiment comment gérer. Je crois que c'est vraiment bien. Si je dois faire une formation, je dois suivre une formation pour dire ça va faire ci, ça va faire ça, c'est maintenant plus que jamais que je me prépare pour dire si je dois occuper telle ou telle fonction, l'État peut me prendre, mais il faut que j'ai telle compétence. Je crois que c'est important. On n'avait pas ça ici. C'est un mécanisme que les Canadiens avaient adopté. Je crois que si on le fait, si je viens et que je suis directeur de cabinet, je saurais que, bon, je suis directeur de cabinet, j'occupe le poste, le poste politique. Mais quand je suis secrétaire général du ministère ou je suis des PAF, je crois que c'est technique. Je dois pouvoir maîtriser le ministère, je dois pouvoir agir comme cela se doit. Je voudrais demander que le ministre, comme elle a l'habitude et comme elle connaît son ministère, comme c'est son ministère, qu'elle accélère ce volet-là aussi pour qu'on puisse parfaire tout ce qui a été entamé. Oui. Il y a plusieurs bases de données qui sont créées. Il y a la base de données donc, pour les informaticiens, une base de données pour les DPAF, une base de données donc, pour l'administration territoriale. Voilà. Donc, il y a d'autres bases de données qui seront créées. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est qu'on crée une seule base de données pour que tout le monde soit dedans. Donc là, il y a une multiplicité de bases de données qui est en train de se faire. Et je pense que ça sera mieux de créer une seule base de données où il y a tout le monde dedans. Et la ministre aussi a parlé qu'il y aura une base de données pour les fonctions, des hautes fonctions extérieures. Au plan international. Au plan international. Voilà, donc c'est encore une autre base de données. Voilà. Vous voyez que ça fait beaucoup de bases de données. Voilà. Alors, nous allons aborder un autre sujet de l'intervention de la ministre, c'est par rapport aux concours qui sont organisés désormais au Bénin. Vous avez vu, quand on parle de concours au Bénin, vous savez ce que ça nous rappelle par le passé avec beaucoup de favoritisme. Aujourd'hui, tout est organisé dans les règles de l'art et tous les Béninois sont comment dit-on, tous ceux qui participent au concours sont traités de la même façon, sans discrimination. Célia, pardon. Oui, à l'arrivée à la tête de ce pays, le président Patrice Talon a déjà fait d'une priorité la lutte contre la corruption et l'impunité. Donc, depuis 2016, on a vu qu'il y a eu des concours qui ont même été annulés. Oui. Il y a eu les acteurs impliqués qui ont été envoyés à la justice. Donc, on peut dire que depuis 2016, il y a des efforts pour assainir le secteur. Il y a également la lutte contre les faux diplômes. Il y a eu ce combat-là qui a été mené au début du quinquennat. Donc, c'est tout un dispositif qui est mis en place et cela facilite ou permet qu'on évite la corruption. Quand on parle déjà de dématérialisation, c'est qu'on empêche déjà l'argent de circuler, on empêche à des acteurs d'être en contact, de créer les conditions favorables à la corruption dont je pense que le gouvernement travaille au quotidien. C'est des stratégies. Il y a également la CNSS il y a eu des réformes là pour permettre de mieux gérer les carrières aussi bien des agents de l'État que ceux qui sont à la retraite. Donc je pense que c'est plusieurs réformes et les structures elles-mêmes sont vraiment disponibles et accompagnent ce qui est déjà fait. Quand il y a une réforme, il y a une idée qui est lancée déjà à la base, je pense que les acteurs eux-mêmes, ils prennent cela à bras le corps. Et j'ai eu à échanger un jour avec un acteur qui me disait que il faut dire que le suivi, c'est vraiment au quotidien, le chef de l'État même qui demande à ses ministres où est-ce qu'on en est. Donc, quand on est directeur à un certain niveau, on est chaque fois en contact avec le ministre où il faut faire le point, le ministre même qui est tenu de rendre compte. Donc, je pense que la reddition de comptes, le suivi depuis 2016, c'est une démarche qui est suivie au niveau des ministères et je pense que c'est cette stratégie-là qui permet également qui rend efficace, qui permet de mener à bout un projet. Je pense que c'est à l'actif du gouvernement. Déjà, surtout par le passé, quand on veut aller à un concours de recrutement, on sait déjà d'avance déjà
son résultat, surtout quand on n'est pas familier à un membre du gouvernement ou à un directeur de l'administration ou en tout cas à un acteur politique. On connaît déjà son résultat d'avance. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand vous allez à un concours, vous avez la possibilité, si vous avez les compétences qu'il faut, de pouvoir réussir à votre concours. Et aujourd'hui également, par rapport à l'organisation de ces concours-là, beaucoup de choses ont été faites. Le milieu a été assaini. Célia en a fait cas tout à l'heure. Vous aussi, aujourd'hui, vous pouvez envoyer vos enfants pour des concours sans rien craindre, pourvu qu'ils aient la compétence qu'il faut. Quand vous prenez un peu de la hauteur, que vous regardez un peu ce qui se fait actuellement, votre appréciation serait quoi? Merci beaucoup. Comme les hommes ne sont pas des saints au début, peut-être qu'après, on les canonise pour qu'ils sont des saints. Pour l'instant, le ministère n'est pas saint, mais le ministère commence à être... à s'approcher de la sainteté. Je l'ai dit parce que j'ai vécu beaucoup de choses, et j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de témoignages. Et donc, la question de recrutement aujourd'hui, véritablement, on a métamorphosé la chose. On a changé véritablement, dans profondeur même. Vous ne pouvez plus parler de concours en l'air comme ça au ministère du Travail et de la fonction publique, non. Même pour organiser un concours, pour dire on veut tel nombre, de telle catégorie, le gouvernement reconnaît. C'est pourquoi on ne recrute plus en l'air. On veut envoyer qui est où, qu'est-ce qui a besoin de ça. Si ce n'est pas bien identifié, on ne fait même pas le concours, on n'organise pas. Donc si c'est un ministère X, je donne le cas, c'est un ministère de la Santé par exemple qui demande, si c'est des chirurgiens qui demandent, ils demandent le nom exactement et on cherche à savoir où ceux-là vont exercer d'abord. Qu'on soit sûr que vraiment il y a le besoin qui se fait sentir, il faut véritablement ça avant qu'on organise le concours. Le concours est organisé avec le concours même du ministère de la Santé. Ce n'est pas qu'on va rester ailleurs pour dire l'épreuve là qui est en train d'être administrée, le ministère est là du début jusqu'à la fin, est alpha oméga de l'organisation de ce concours. Si c'est au niveau des magistrats, le ministère de la Justice est là. Si c'est au ministère de l'Agriculture, donc on envoie toujours des gens pour voir ce que le ministère du Travail fait. Ensuite, des actes sont pris pour que ceux qui doivent pouvoir intervenir soient responsables des déconvenus. S'il y a quelque chose, s'il y a un problème sur la voie, que ceux-là soient responsables, qu'ils soient punis par la loi. Et enfin, on a réduit véritablement le temps, tout ce qui est Bataclan pour venir là où les gens font de n'importe quoi, on peut glisser quelque chose, mon enfant peut venir, il peut ne pas composer, on va dire qu'il est admis, tout ça. Non, ce n'est plus ça. Si vous déposez vos dossiers, on dit que c'est 17h OO. Lorsque 17h sonne, le directeur départemental qui est là a l'information qu'on a tel nombre de personnes. 17h01, c'est foutu. C'était pas ça comme ça. Maintenant, cette fois-ci, tout le monde craint que s'il fait une erreur, il tombe dedans et il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, il me plaît d'applaudir le ministère parce que les acteurs, ceux qui sont dans ce ministère ont pris conscience et ils travaillent véritablement. Vous allez là-bas, si vous allez dans le bureau là, vous allez voir les gens, mais ils vont vous dire non, moi je ne suis pas habilité à te donner telle ou telle information. Voici le site. Il ne veut pas que tu viennes là. Vous voyez, vous allez au ministère, vous posez la question, à moins que ce soit véritablement, vous irez à une réunion, sinon, ou bien vous allez déposer un courrier. Si c'est les actes, ou bien quelque chose sur le concours, non, il dit, il n'est pas habilité, même si c'est la direction de recrutement. Vous avez toutes les informations sur le site, et vous allez chercher. Donc, il n'est pas là pour parler, commencer à dire autre chose. Non, et on a déjà déposé, vous pouvez, maintenant, moi, je peux intervenir. Non, il n'y a plus d'intervention. Je crois que tout n'est pas sain, mais on est proche. Je m'excuse de parler comme ça. C'est un ministère que vraiment, j'ai vu beaucoup de choses qui ont changé. Et je remercie le chef de l'État, le ministre et tous ses collaborateurs. Alors, M. Alapini, Stélia l'a abordé tout à l'heure. Par le passé, ou depuis que le gouvernement a été mis en place, il y a une lutte qui a été menée par rapport aux faux diplômes dans l'administration publique. On a constaté que beaucoup d'agents de l'État sont recrutés, mais qui ont des diplômes qui ne correspondent pas à leur poste, ou carrément des faux diplômes dans l'administration publique et qui travaillent depuis des années. Le gouvernement a sifflé la fin de la récréation.
et puis ces différents agents indélicats ont été renvoyés de l'administration publique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'administration, on peut dire qu'ils méritent réellement leur place au su de tout ce qui se passe? Et oui, évidemment qu'ils méritent leur place. C'est difficile d'accéder à l'administration. C'est très difficile, c'est par un concours. Et des gens passent le concours avec un diplôme qui est plus bas pour pouvoir entrer dans l'administration. Donc, les faux diplômes, il y en a presque plus. Enfin, je m'avance peut-être, mais on en a détecté beaucoup. Ils ont quitté l'administration. Il y a d'autres même qui ont fui avant qu'on les dénonce. Il y en a qui ont fui, vous savez très bien. Et aussi, on a dit, on combat la corruption. La corruption, et on combat donc des gens qui ont placé leurs parents ou leurs amis à des postes. Maintenant, c'est révolu, il n'y a plus ça dans l'administration. Et maintenant aussi, ce que je peux dire pour les concours, c'est tellement difficile. Il y a une année, je pense que c'était en 2020, on voulait 80 personnes pour être magistrat. Le concours en a donné que 2. Il n'y avait que 2 à cette année-là. Donc, vous voyez que quand on cherche et on ne trouve pas, on ne dit pas on va forcément prendre. Exactement. On ne va pas forcément prendre. Et vous pouvez avoir votre enfant en étant bien placé, peut-être ministre, et qui va passer un concours qui ne va pas réussir. Et vous allez avoir quelqu'un qui est un villageois qui passe, qui est premier du concours. Donc vous voyez, tout a changé. Et c'est ça la rupture. C'est bien sûr ça, la rupture. Et le dernier sujet que nous allons aborder avec ce ministère, c'est bien sûr les services aujourd'hui qui sont digitalisés, qui sont désormais en ligne. Vous n'avez plus besoin de faire des déplacements qu'il faut, ou quand même aussi faire face à des corrupteurs dans les administrations qui vous demandent des agents pour pouvoir vous rendre ces services. Aujourd'hui, tout est régulé. De chez vous, vous pouvez avoir tous les actes que vous voulez, tous les documents que vous voulez pour pouvoir faire ce dont vous avez besoin. Nous allons dire quelques mots là-dessus par rapport à ça, Maximilien Lapini. Oui, et j'ai conduit un dossier, c'était pour pouvoir prendre j'ai oublié le terme. Le casier judiciaire. Le casier judiciaire. En plus, c'est moi qui l'ai conduit. En tant que directeur informatique, donc c'est moi qui ai conduit le casier judiciaire. Vous savez, si quelqu'un est au nord, est né au nord, à Malanville par exemple, et il est à Cotonou, on lui demande son casier judiciaire. Il est obligé de retourner au nord. Il est obligé d'aller par le passé. Il est obligé d'aller au nord. Et donc, il va prendre le bus. Il peut avoir un accident. Il va dépenser pour pouvoir partir. Il arrive là-bas. Il doit donner des cadeaux aux parents. Pour que le travail s'accélère. Et non, déjà donner des cadeaux à la famille, aux parents. Oui, exactement. Et puis après, il va là-bas, on va dire, bon, il faut revenir dans 3 jours. Il est obligé de coucher à l'hôtel. Donc, vous voyez, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Et maintenant, en étant chez lui et en quelques clics, en une journée ou 2 journées, il peut avoir son casier judiciaire. Donc, c'est ce qu'on appelle la dématérialisation donc, des actes. Et ça peut être aussi concernant autre chose. Donc, maintenant, la dématérialisation fait que la vie est plus facile à la population et on dépense moins et on a très, très rapidement ces actes. Exactement. Alors, il faut dire que la dématérialisation aussi a ses conséquences pour ceux qui ne sont pas des personnes un peu nantis, un peu lettrées comme nous. Pour avoir ces actes-là en ligne, c'est vrai qu'il faut avoir un certain niveau aujourd'hui pour pouvoir demander un acte en ligne. Mais pour ceux qui n'ont pas ce niveau-là, et quand même c'est vrai qu'on parle de la digitalisation comme une avancée, mais aussi ça a ses conséquences sur les gens qui ne sont pas quand même outillés, qui n'ont pas les aptitudes qu'il faut pour pouvoir faire une demande en ligne. Merci beaucoup. Je crois que cette conséquence est moindre que l'autre. C'est-à-dire, je peux me faire accompagner de quelqu'un, de mes enfants, qui vont m'aider au moins à aller sur le site. On a toujours écrit ça, je vais demander, on va écrire sur papier, on va demander, on va me remettre. J'ai dit aux enfants, aidez-moi à imprimer
tel ou tel acte. C'est mieux que de dire je vais quitter je ne sais où pour venir à Cotonou, bien à Parakou pour demander un papier. C'est très difficile. Et aller dormir dans un hôtel bien chez un parent et laisser le lendemain 1000 francs, 2000, alors que ce que je veux faire, c'est 1200 francs. Et j'ai déjà dépensé 25 000. Non, je préfère avoir ça et demander aux enfants, et je vais te faire un forfait de 500, et il va m'aider à imprimer, c'est mieux. Je crois que c'est même meilleur, je ne veux pas dire simplement mieux, c'est meilleur. Il faut remercier le ministère du numérique qui a travaillé d'arrache-pied pour que tous les ministères pratiquement soient à ce niveau. Moi, je crois que c'est comme les journalistes, ceux qui travaillent dans l'ombre, on ne les voit pas, c'est les journalistes seulement, ceux qui parlent là qu'on voit là, il faut les saluer. Donc, il faut saluer le ministère là qui a contribué beaucoup à ce que ces ministères là soient à ce niveau de performance. Parce que, vous voyez, aller imprimer un acte, un enseignant qui est dans son village, qui imprime son acte, il ne reste que peut-être, il va dire, bon, on ne m'a pas encore fait mon rappel. Le rappel se fait aujourd'hui comment? L'État a organisé, il prend l'eau par l'eau, il envoie. Ce n'est plus aller négocier au ministère des Finances, mais au ministère de la fonction publique. Non, vous êtes là, vous constatez qu'on vous a fait rappel. Vous allez au ministère, vous ne rencontrez personne, ni au ministère de la fonction publique, ni au ministère des Finances. Aujourd'hui, vous ne rencontrez personne. Vous travaillez avec votre ordinateur ou bien votre portable pour trouver ce que vous voulez. Donc, déjà, on peut saluer ça pour dire que si dans un village, on pense qu'on n'a pas ça, c'est mieux quand même de se faire aider, comme je l'ai dit. Maintenant, il n'y a rien sans conséquence. Il n'y a rien sans conséquence. Il faut que chacun de nous arrive au moins à s'adapter pour commencer à travailler sur un ordinateur. Mais ma grand-mère qui est au village... Non, mais si elle est à la retraite aujourd'hui, je crois que ses enfants sont là, ses petits enfants sont là. Il faut que chacun de nous puisse arriver à au moins manipuler son portable, parce que quoi, on n'a pas abordé ce volet, ce n'est pas aujourd'hui. Mais vous voyez, l'État fait beaucoup de choses, par exemple pour le microcrédit, au point où nos femmes qui sont au village arrivent à échanger. Faire des transactions. Font des transactions avec le portable. On les a aidés à avoir les microcrédits que l'État a mis en place. Donc, il ne faut pas que aussi le fonctionnaire soit tellement illettré dans la matière, bien analphabète dans la matière, pour ne pas pouvoir imprimer ses actes. Je crois qu'on peut se faire aider. C'est la meilleure formule. Alors, le dialogue social aujourd'hui se porte comment avec le ministère de la fonction publique? On a vu plusieurs réunions avec les centrales syndicales à chaque approche de la rentrée. Aujourd'hui, la ministre a abordé cela dans son intervention. Quand vous regardez un peu tout ce qui se passe au niveau du dialogue entre le gouvernement et les travailleurs, est-ce que vous avez l'impression que tout va bien? On peut quand même dire que ces 6 dernières années, j'ai vu un gouvernement disponible, prêt à échanger avec les acteurs, les travailleurs, ceux du privé et autres. Donc, je pense que à chaque fois que l'occasion se présente, le chef de l'État lui-même n'hésite pas à se présenter, à suivre de près les travaux. Donc, on peut dire quand même qu'il y a plus de facilité à échanger, plus de facilité à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. C'est vrai qu'il y a une amélioration des conditions de vie et de travail depuis 6 ans que le gouvernement est mis en place, et il y a beaucoup d'échanges entre le gouvernement et les centrales syndicales, mais ce que nous attendons en tant que population, d'abord ce que les populations attendent, c'est comment dit-on, le résultat qui sort de ces échanges, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de dialogues qui sont initiés entre le gouvernement et les syndicats, mais au finish on n'entend plus rien. Massimé Alapine. Oui, le climat est apaisé. Si le climat n'était pas apaisé, vous alliez entendre. Donc, le gouvernement anticipe. À chaque fois, le gouvernement anticipe et discute avec le syndicat, les syndicalistes, et puis il trouve une solution. C'est vrai que toutes les solutions ne sont pas trouvées. Les revendications continuent toujours, d'ailleurs. Les revendications continuent, mais c'est moins qu'avant. Et à chaque fois, les syndicalistes aussi, ils sont là pour chercher le point de consensus. Et il y a à chaque fois un consensus, on les apaise, les ministres les apaisent, eux aussi, ils essayent de comprendre. Et petit à petit, ils arrivent à ce qu'ils veulent. Voilà. Oui, le dialogue social dont vous parlez, je crois que
Je ne vais pas dire que c'est modernisé, mais on a réformé. Parce que le dialogue social, d'abord, les tests ont montré que dans chaque ministère, on peut organiser un dialogue social sectoriel. Et donc, le ministre et ses collaborateurs doivent pouvoir échanger sur les questions qui touchent les conditions de travail du personnel. Au niveau macro, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, le chef de l'État lui-même parfois préside ce dialogue social-là. Et moi, ce que je retiens dans le dialogue social aujourd'hui, c'est ce que le gouvernement peut faire là. C'est sur ça qu'il est comptable. Il n'aime pas faire des promesses et ne pas réaliser. C'est pourquoi on pense que le dialogue social s'est arrêté. Non. Dès qu'on dit, on va dire telle chose, on va faire telle chose, le gouvernement dit, d'accord, moi je n'ai pas les moyens. Or, avant, on dit, on va voir. Ici, ce n'est plus on va voir. Il dit, je n'ai pas les moyens. Ici, j'ai les moyens. Si vous avez les moyens, ou bien si vous me dites par où on va trouver les moyens, je suis d'accord. Trouvez-moi les portes de sortie et nous allons nous engager. Donc, c'est parce que l'État ne promet pas beaucoup. Le peu qu'il dit, il va faire, il le fait, et ça s'arrête là. Or, chaque 1er mai, ou bien la veille du 1er mai, c'est une panoplie de doléances qu'on dépose sur la table de Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique. Donc, dans tout ça, on choisit peut-être 1 ou 2 points et on dit sur ça, nous allons travailler. C'est la différence aujourd'hui. On est concret, on ne fait pas grand-chose, mais le peu qu'on fait là, on le fait et bien. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés jusque-là. Bonsoir chez vous.